Bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous la disparition de Joe Desormeaux, militant sportif, culturel et anticolonialiste. Des sénateurs antillais déboutés dans leur doctrine du tout vaccinal. Un retour aux heures les plus sombres de l'histoire coloniale française. Disparition de Joe Desormeaux, militant sportif, culturel et anticolonialiste. Joseph Gaud Desormeaux, plus connu sous le nom de Joe Desormeaux, est décédé à son domicile le dimanche 10 novembre à l'âge de 76 ans. Auteur, compositeur, interprète et parolier hors pair, Joe Desormeaux était un fervent défenseur de la musique traditionnelle. Il lègue au peuple martiniquais de nombreuses compositions, parmi lesquelles Formité Cravate, Sanouka acheté local là, Blé pâle, blé foncé, Désencaillage, Les vidés à passer, Vendémé, Nec Pétéchen, Esclave romain, Neg Mahon, Septembre 1870, Léopold Libin, Voici le loup, chanson qui remporta un énorme succès. Cette chanson dénonçait le danger de l'intégration de la Martinique à l'Union européenne. Vider les peines aussi, composé après que le peuple martiniquais ait envahi l'aéroport et empêché aux colonialistes, racistes et fascistes Jean-Marie Le Pen de fouler le sol martiniquais. Il a été le premier artiste martiniquais à faire connaître la date du 22 mai 1848 à travers de sa chanson. Il a reçu de nombreux prix et trophées, musique traditionnelle, succès de l'année, meilleur succès populaire, musique engagée, Carnaval 99, personnalité de l'année, prix de la chanson. Joe Desormeaux était aussi un militant sportif. Il a participé à la vie associative des deux clubs de football que compte la commune de Rivière-Pilote. Il a été gardien de but du Racing Club de Rivière-Pilote et président du Grigri Pilotin. Il a été enterré mercredi dans sa commune natale. Des sénateurs antillais déboutés dans leur doctrine du tout vaccinal. Cette semaine, le Sénat a rejeté le projet de loi des sénateurs PS qui voulait imposer la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population, y compris les enfants. Ce qui paraît incompréhensible, c'est que la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne et le sénateur guadeloupéen Victorin Luel ont voté pour cette vaccination obligatoire alors que plus de 70% de leurs compatriotes ne souhaitent pas pour l'heure se faire vacciner. Le sénateur martiniquais Maurice Santis, lui, n'a pas participé au vote. Malgré la piqûre-mania des sénateurs de nos contrées et des sénateurs PS, une écrasante majorité de sénateurs ont préféré le principe de précaution avec 262 voix contre et 64 voix pour. Ainsi, la sénatrice Laurence Muller-Brown a-t-elle rappelé l'inscription du principe de précaution dans la Constitution, le caractère conditionnel de l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché des vaccins, l'insuffisance de preuves sur l'efficacité et l'innocuité du vaccin, les éléments alertant sur les effets sur les jeunes et sur les dégâts psychiques des injonctions sanitaires. Elle a poursuivi en précisant qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur la vaccination de masse. Et elle a déploré que ceux qui osent douter, réfléchir, faire un autre choix serait d'obscurs complotistes. Elle a rappelé à toutes fins utiles qu'on trouve parmi ceux qui doutent et réfléchissent des institutions très sérieuses avec l'Académie de médecine qui est contre une troisième dose généralisée, Alain Fischer, Monsieur Vaccin du gouvernement, qui est contre la vaccination obligatoire, car le contexte ne le justifie pas, et le Conseil de l'Europe. La sénatrice a fait quelques préconisations, parmi lesquelles figure la réhabilitation de l'immunité naturelle et la restitution aux médecins du droit de soigner. Elle a ajouté « Quelle légitimité aurions-nous pour instaurer de manière autoritaire une vaccination obligatoire
et une troisième dose alors que des spécialistes doutent. Nous avons besoin d'un débat contradictoire. Nous ne sommes pas la chambre d'enregistrement du conseil scientifique. Enfin, il a conclu en soulignant la nécessité de faire un bilan rationnel en sortant de la doctrine du tout vaccinal plutôt que de gouverner par la peur et le contrôle. Il est bien dommage que la sénatrice martiniquaise et le sénateur guadeloupéen ne se soient pas fait le relais de ce bon sens pourtant porté depuis des mois par leurs populations respectives. Bien heureusement, malgré tout, contre toute attente, l'enceinte parlementaire, dans sa majorité, a semblé retrouver pour cette fois un peu de rationalité au milieu de cette crise de folie. Un retour aux heures les plus sombres de l'histoire coloniale française. Dès lundi, la direction du CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Martinique, a mis en place le contrôle du pass sanitaire par les personnels, les patients et les visiteurs. Le pass sanitaire s'obtiendrait en fournissant un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement du Covid-19 de plus de 11 jours et de moins de 6 mois, ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures ou de moins de 48 heures selon le cas. Le contrôle du pass sanitaire s'est fait en plusieurs phases. Première phase, du lundi 11 septembre au mercredi 13 octobre, du lundi 11 octobre au mercredi 13 octobre, déploiement d'un dispositif de contrôle d'accès à l'hôpital de toute personne désirant y pénétrer. Alors que l'hôpital manque de moyens humains et matériels, que des infiltrations d'eau perdurent à la moindre pluie, l'ARS et le CHUM ont dégagé rapidement un budget de plus de 175 000 € pour payer une société de sécurité afin que des vigiles puissent contrôler le pass sanitaire. Cette première phase a été présentée comme pédagogique, c'est-à-dire faire une explication de texte afin que les personnels visiteurs et patients comprennent qu'il faille se faire vacciner pour se sauver du Covid-19. Ensuite, deuxième phase. Le jeudi 14 octobre, c'est une application stricte. Il est à noter que depuis le lundi 11 octobre, les gendarmes sont présents en nombre pour empêcher les personnels non vaccinés et non munis de passe sanitaire de soigner les malades et même de retirer ou de récupérer les dépouilles, puisque les employés de pompes funèbres sont aussi concernés par le pass sanitaire. Les héros applaudis hier, qui ont travaillé sans masque, sans blouse, sans protection, sans congé, sont aujourd'hui subitement devenus des criminels que l'on gaze, que l'on menotte, que l'on humilie et à qui on retire sans raison aucune un travail qui constitue pour certains toute leur vie. Le siège qui a été fait de ce lieu sanctuarisé qu'est l'hôpital par des gendarmes n'est certainement pas sans conséquence sur la santé psychologique et des malades et des soignants. On peut se demander si nous sommes véritablement dans une crise sanitaire avec une cinquième vague présentée comme le coup près de la non-vaccination lorsque l'on observe tous les efforts mis en place par l'ARS, le CHUM et la préfecture de Martinique pour évincer de leur travail 70% de nos soignants, ou si nous sommes simplement dans la poursuite d'une casse des structures publiques hospitalières martiniquaises, commencée et orchestrée depuis déjà quelques années par des autorités qui ont prouvé que la préservation de la santé des Martiniquais n'était pas leur préoccupation. La privatisation du service public hospitalier est-elle à notre porte? En tout cas, la débauche des moyens utilisés depuis quelques mois par les autorités pour arriver à leur fin laisse entrevoir une détermination inquiétante pour notre santé et celle de nos compatriotes. La direction du CHUM, qui sait pouvoir compter sur l'absence de séparation des pouvoirs judiciaires et politiques, est même allée jusqu'à porter plainte contre les personnels soignants pour blocage des différents sites du CHUM. Elle a assigné devant le tribunal judiciaire des référés certains membres de l'intersyndicale pour entrave au pass sanitaire. Revancharde, elle y a même assigné un syndicaliste récemment décédé dont elle n'ignorait pas le décès, Manuel Galap, secrétaire général de l'USAM, et qui nous a quittés à la fin du mois d'août. L'audience ponctuée de nombreuses suspensions et incidents s'est déroulée tout au long de la journée de samedi, malgré la demande de renvoi émise par les avocats des soignants et refusée par le juge.
il semblerait que le scénario de l'exemple et de la terreur judiciaire se répète inlassablement dans toutes les colonies. En Martinique, le mois dernier, 3 manifestants ciblés dans le groupe ont été incarcérés sous des motifs fallacieux. Cette semaine, en Guyane, Stéphane Palmot, président des 500 Frères, Alexander Macherney et Richard Simonard, tous deux membres des 500 Frères, et Gilles Baudy, secrétaire de suivi de section du bureau central de l'UTG, ont été incarcérés. Les gardes à vue sont devenus la règle et non plus l'exception. Le média LCI, un des nombreux relais du pouvoir en place, dans un article publié hier samedi 16 octobre, déclare: la direction du CHUM a appelé un retour à la raison après les scènes de violence de vendredi. Des affrontements ont eu lieu dans la cour de l'hôpital de Fort-de-France. D'un côté, les forces de l'ordre, de l'autre, des soignants du CHU épaulés par des manifestants et des indépendantistes. On voit bien ici la nature politique de la lutte que les autorités françaises mènent contre tous les opposants à leur passe sanitaire et à l'obligation vaccinale. Ce régime de terreur instauré dans les colonies fait écho aux heures les plus sombres de l'histoire coloniale française. Rappelons-nous notre petite parole Fondoc, l'ignorance mène toujours à la servitude. Soyons donc vigilants, restons informés pour éviter d'être manipulés et complétons notre information en utilisant et en enrichissant les médias alternatifs comme le média gigambouttv.com, média et site sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement le journal en ligne des comités populaires. L'utilisation du savoir peut mener à la liberté.